Parce que c'est toujours un moment qui permet de progresser, voilà. Et n'hésitez pas de nous dire ce que vous souhaiteriez que nous améliorons. Voilà, quelles seraient les meilleures conditions pour vous? Bien évidemment, en 1 heure, c'est des sujets que je traite, que j'ai traités au mois de décembre sur 1 ou 2 jours dans des écolieux, hein, donc c'est un concentré que vous aurez. Hem, donc si vous avez suivi notre édito, de la lettre d'information de début d'année, heu, voilà, c'est nos imaginaires collectifs qui créent nos croyances et qui donnent réalité aux éléments de notre vie. Ça peut paraître très métaphysique, sulfureux ou autre, mais on va le voir appliqué dans le domaine de l'argent, hein. Et d'ailleurs, le domaine de l'argent, il y a beaucoup de termes dans, la finance qui sont, le crédit, les créances et tous, ces mots viennent d'un mot latin qui est, creder et qui veut dire croire, comme croyance. Voilà. Donc c'est important et ceux qui ont lu, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, et beh, il montre complètement comment, la spécificité de l'homo sapiens par rapport au règne animal et aux autres hominidés, c'est de créer des croyances collectives et qui deviennent, de par un imaginaire, on crée des croyances collectives et de ces croyances collectives, on crée des réalités. Et aujourd'hui, notre monde qui est basé sur la finance, sur des monnaies qui deviennent complètement immatérielles. On est passé de l'échange de l'or à l'échange de papier, à des chiffres sur un ordinateur qui est basé sur des monnaies maintenant, même scripturales, et qui sont créées par n'importe qui et n'importe comment d'ailleurs. On peut le dire aujourd'hui avec les dog monnaies et autres micro-monnaies. Et pourquoi, elles ont de la valeur? Bah, c'est parce qu'il y a des gens qui y croient. Et la liberté que vous pouvez vous attribuer, c'est de créer vos propres croyances et du coup de créer de la richesse. C'est ce que font les États, c'est ce que font les banquiers, c'est ce que font, les créateurs de monnaie. Bah, je vous propose de le faire pour vous, pour votre projet et pour votre vie, en fait. Bah, c'est pas plus ambitieux que ça, cette soirée. Alors, comment, je dirais je vais souvent voir des écolieux qui ont des fois des inquiétudes de faillite, hein. Ils ont peur d'aller à la faillite et c'est une crainte. Et du coup, eh beh, ça les prive complètement de l'énergie monétaire, de l'énergie de la finance. Alors, une chose qu'il faut poser, c'est qu'un écolieu en habitat coopératif tel qu'on vous accompagne, je peux dire que le risque de faillite est égal à 0,00001%. Voilà, c'est complètement très marginal. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons, hein, ce n'est pas juste de l'énoncer. La première, c'est je pense que vous avez acheté un lieu qui n'était pas surpayé, mais qui était au moins au juste prix, voire vous avez profité d'une opportunité. Mais ce qu'il y a, ce lieu, c'est que vous allez l'enrichir au fur et à mesure par votre énergie, parce que vous allez faire des travaux, parce que vous allez l'améliorer dans sa présentation. Et d'autre part, dans le mécanisme que vous mettez en place de la coopérative, vous payez des loyers qui fait qu'on réduit la créance progressive de la coopérative. Donc, la faillite, c'est quoi? C'est quand l'actif de votre société n'est plus à la hauteur des dettes de votre société.
Or, au cours du temps, l'actif, vous l'augmentez en enrichissant la valeur de votre lieu, en faisant des travaux, en l'embellissant. Et de l'autre côté, vous diminuez les créances qu'a la société vis-à-vis des tiers au fur et à mesure que vous payez un loyer. Et c'est ce qui vient pérenniser votre bien. Donc, le risque que les dettes soient supérieures à l'actif n'existe quasiment pas. Et au fur et à mesure que le temps s'écoule, ben, il y a de moins en moins de risques, puisqu'au bout de 100 ans, même la société aura remboursé toutes ses dettes. Donc, vraiment, c'est pas possible, quoi, voilà. Donc, le risque de faillite, vraiment, il faut se l'enlever de la tête parce que c'est une peur bloquante. La peur peut avoir une énergie pour nous sauver quand elle nous entraîne une réaction. Quand on a peur d'un animal sauvage, ben, soit la peur nous donne de l'adrénaline pour fuir ou combattre. Mais si cette peur persiste, de l'adrénaline, elle va tomber et petit à petit, on va avoir les muscles bloqués et on va être figé. Et là, c'est pas bon. Donc, ne transformez pas cette peur chronique de la faillite, elle n'existe pas. Voilà, je préfère le dire complet, sortez de l'imaginaire et ça va vous ouvrir à d'autres imaginaires. Alors, il y a un danger, malgré tout, c'est celui de la cessation de paiement, c'est-à-dire le risque de ne pas avoir les liquidités pour payer les factures à payer ou les échéances bancaires. Ça, c'est un véritable risque. C'est de manquer de disponibilité. Et ça, c'est souvent dans les écolieux que l'on retrouve ce problème-là, de dire ah, on manque de liquidité et on a peur que la banque ou EDF ou voilà, nous saisissent parce qu'on pourrait manquer de liquidité. Et on manque d'autant plus de liquidité qu'on a peur que la coopérative fasse faillite. Et du coup, on peut engendrer le manque de liquidité qui conduirait à une cessation de paiement et une mise aux enchères du bien, qui confirmerait nos croyances, alors qu'elles n'existent pas. Voilà, c'est tout petit par rapport à la valeur du bien. Et ça m'a conduit à travailler ce sujet dans les groupes. Et souvent, en faisant des tours de parole, eh ben, il est rare que tout le monde ait mis tout son argent dans le projet. Certes, la plupart ont mis presque tout ce qu'ils avaient, voire tout ce qu'ils avaient. Et voilà, là-dessus, il y a vraiment deux cas que je caricature. Et puis après, il y a évidemment un panel entre ces deux cas. Mais il y a les personnes qui ont peut-être peu d'apports, mais qui ont tout mis. Ils ont 30 000 € d'apport et ils ont tout mis dans le projet. Et puis, il y en a qui ont mis peut-être 300 000 €, mais qui en ont encore un peu sous le coude, je dirais, qui gardent en précaution. Et puis, entre les deux, il y a toute une série de cas de personnes qui ont mis, par exemple, 50 000 € et qu'il leur reste 10 000 € de côté. Voilà. Généralement, c'est un peu proportionnel. Au plus on en met, et au plus il nous en reste de côté. Mais ce n'est pas toujours ça. Voilà. Mais souvent, quand je pétris un tour pour demander qu'est-ce que chacun a mis un peu de côté en réserve au cas où, eh ben, je m'aperçois que en moyenne, alors c'est une statistique qui vaut que ce que j'ai rencontré et vraiment un ordre de grandeur, eh ben, on a entre 20 et 30 000 € de fonds qui sont en moyenne de côté. Ça ne veut pas dire que tout le monde a entre 20 et 30 000 € de côté. Ça veut dire qu'il y en a qui ont peut-être rien de côté ou juste 1 000 ou 2 000 €, et puis d'autres qui ont peut-être 100 000 € de côté encore. Mais en moyenne, sur un groupe, bien souvent, on trouve il y a 20 ou 30 000 € de côté en moyenne. Donc, sur un groupe de 10, ça fait 250 000 €. Ah,
Là, si on a 250 000 euros de liquidité, le groupe, il ne risque rien au niveau de la cessation de paiement. Donc, il s'agit de savoir qu'est-ce qui empêche ces personnes ou qu'est-ce que naturellement, pourquoi ils le laissent à la banque plutôt que dans leur propre projet. On ne va pas les culpabiliser, il y a des raisons. Et cette raison, bien souvent, c'est de dire mais je ne vais pas le mettre dans le projet, puisque déjà, il a des difficultés de paiement. Et donc, moi, j'ai mis cet argent de côté au cas où j'en ai besoin, je veux pouvoir le récupérer. Et donc, vous voyez, c'est une histoire d'imaginaire qui se mord la queue, je dirais. Au moins votre écolieu a de finances et au moins vous mettrez d'argent dedans. Au plus il aura de finances et au plus vous mettrez d'argent dedans. Donc, comment on commence la boucle? Eh bien, c'est en rassurant les personnes qui ont de l'argent de côté. Il faut les assurer qu'il y aura les liquidités pour les payer. Et je dirais même qu'il y aura, ces liquidités sont mieux assurées dans leur coopérative qu'à la banque. En plus, s'ils ne font rien de leur liquidité, à la banque, c'est le banquier qui l'utilise et on n'est pas toujours sûr de ce qu'il en fait. Par contre, de l'autre côté, c'est le collectif qui va décider ce que vous en faites. Et donc, vous-même, non seulement vous pourrez participer à la décision, mais en plus, vous pourrez profiter surtout de ce qui sera fait avec cette finance-là, tout en préservant la liquidité. Alors, vous allez me dire, mais c'est une illusion. Ben non, c'est ce que font les banques tous les jours. C'est-à-dire que quand vous leur déposez 100 euros, ne croyez pas qu'ils mettent votre joli petit billet dans une caisse derrière le comptoir et qu'ils attendent gentiment que dans 1 an ou dans 2 ans ou dans la semaine suivante, vous veniez leur redemander ce billet de 100 euros. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils utilisent plus de 90% de votre argent et ils ne gardent que 2 à 8%. 2% en liquidité et 8% en actifs disponibles, en fait. Et 92%, eh bien, ils investissent. Ils utilisent votre argent. Et c'est comme ça que si il y avait 10% des gens qui venaient à retirer leur argent de la banque, les banquiers feraient faillite. Et c'est comme ça qu'en 2008, une des plus grandes banques mondiales, dont l'actif représentait toutes les banques françaises réunies, qui ont réuni BNP, Crédit Agricole, Société Générale et autres, Goldman Sachs, ils ont fait faillite parce que les Américains ont eu peur qu'elle manque de liquidité et donc ils sont allés retirer la liquidité et elle s'est écroulée. Donc les banques ne sont pas à l'abri. Et pour preuve, c'est que vous savez que la communauté européenne et l'État français a pris une loi comme quoi ils pouvaient siphonner tout ce qui dépassait 100 000 euros sur les comptes bancaires, 70 000 euros sur les placements d'assurance vie, que ce soit les banques d'ailleurs ou les assureurs. Et même ce qui est jusqu'à cette hauteur-là, s'ils font faillite, voilà, on ne sait pas bien comment ça peut se passer dans une faillite systémique. Et bon, voilà. Donc, il ne faut pas croire que les banquiers gardent votre argent en disponible pour vous. Et le groupe va pouvoir également travailler les disponibilités qu'il reçoit de ses associés. Alors, je vais prendre l'exemple de 10 personnes. Après, voilà, vous adaptez à vos groupes. Et puis, en fonction des moyens, comme je vous disais, sur 10 personnes, généralement, il y a à peu près 200 à 300 000 euros qui sont mis de réserve individuellement. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de mutualiser vos réserves et donc de créer une cagnotte de 200 000 euros. On va prendre au plus bas 200 000 euros. Et puis, si c'est 100 000 euros seulement, ce que je dis là est toujours valable. Et donc, ces 200 000 euros,
on ne va pas les mettre en banque. Ça ne servirait à rien. Au contraire, on regrouperait le risque au lieu de mutualiser et de diversifier le risque. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va travailler les disponibilités immédiates, à très court terme, à court terme, à long terme, à moyen terme. Et puis, on va voir comment on va faire, on va pouvoir avoir une logique fractale qui va encore plus mutualiser et encore plus consolider vos possibilités de disponibilité. En immédiat, généralement, c'est plutôt un montant fixe, c'est entre 30 et 50 000 euros. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour rassurer que chacun puisse se dire, si j'ai besoin au cas où, je peux récupérer mon argent. Je peux récupérer une partie de mon argent au moins immédiatement. Donc, généralement, les groupes définissent plutôt une réserve disponible immédiate de 30 à 50 000 euros. Ça, c'est ce qu'on laisse sur le compte bancaire, qui permet d'amortir si quelqu'un paye un peu avec retard son loyer. C'est ce qui permet que si un associé a besoin de retirer des sous parce qu'il a une dépense imprévue, parce qu'il doit racheter sa voiture, installer son fils au collège, voilà, des choses comme ça. Généralement, 30 à 50 000 euros, rassure, si on a toujours ça sur le compte bancaire, ça permet de se dire, OK, je peux mettre mes 20 000 euros parce que je sais que si j'en ai besoin, je retire. Et le reste, à très court terme, on va constituer une réserve qui est disponible entre 1 à 3 mois. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire quelque chose qui va générer du service ou de la richesse. Et qu'est-ce qu'on peut, comment on peut investir ces liquidités entre 1 et 3 mois? C'est en faisant des achats en gros pour le collectif. Il y a des éléments, vous pouvez acheter une palette de riz, une palette de lait végétal. Voilà, vous pouvez faire une palette de papier toilette, des choses que vous pouvez acheter en gros, ce qui permettra de l'acheter moins cher. Et comme chacun va se servir dedans, selon différents systèmes que je vous laisse pétrir, vous allez rembourser la communauté la coopérative qui a avancé l'argent pour acheter la palette et pour que vous puissiez avoir des prix moins chers. Donc, voyez votre argent, plutôt que de le mettre en banque qui ne vous rapporte rien, voire si vous le mettez à la caisse d'épargne moins d'1%, je ne sais pas, là, ils vont augmenter le livret, mais à 0, quelque chose. Là, vous pouvez avoir immédiatement une économie parce que non seulement vous achetez en gros, mais vous allez pouvoir acheter en tant que grossiste. Et dans vos statuts, on vous a mis cet élément-là en objet. Donc, vous allez pouvoir vous présenter un petit peu en disant, voilà, nous, on achète pour revendre au détail, on achète en gros pour revendre au détail et de voir éventuellement d'accéder à des fournisseurs qui vendront déjà moins cher du fait que vous êtes grossiste et du fait que vous allez acheter une palette complète de riz ou de lait végétal. Voilà, je donne souvent ces exemples-là parce que c'est des matières qui peuvent être consommées sur une certaine durée. Et donc, voilà, ça ne sera pas périssable. Voilà. Voilà, vous avez ce court terme-là. Donc, vous allez, si le collectif avance. Oui. Tu prends une question ou tu veux continuer? Il y a une question là dans le chat. Allez, volontiers, c'est toi qui m'indique, parce que je le vois pas. Donc, c'est Pascal qui demande plus que 100 000 euros. Si la SAS a des économies pour les départs et autres, par exemple, est-ce qu'on est aussi dans cette situation où l'État peut fonctionner? Oui. Est-ce qu'on est dans la situation où l'État peut fonctionner? Et comment se protéger? Oui, si on laisse tout ça sur le compte bancaire, et ce que j'indique, c'est justement qu'il n'y aura jamais voilà, si on fait une réserve financière de 200 ou 300 000 euros, on ne va jamais laisser
plus de 100 000 € sur le compte bancaire. Et pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser à différentes choses. Voilà. Donc, ce que j'ai indiqué, c'est voilà, l'achat de stocks de consommables, par exemple. Hein. On peut imaginer que souvent, dans les écolieux, on a toujours des travaux à faire. Eh bien, d'anticiper l'achat des matières premières, surtout aujourd'hui où on a une inflation qui est très forte et qui va être de plus en plus forte sur le prix des matières premières. Le bois a augmenté l'année dernière de 70%. Il y a des matières premières qui ont augmenté jusqu'à 300%, c'est-à-dire qui coûtent 3 fois plus cher. De stocker du bois, c'est plutôt intelligent si on a des travaux à faire. Voilà. Donc voilà, c'est d'anticiper et voilà, c'est un retour sur investissement. Après, on retrouve des liquidités derrière puisque ces matières premières, on avait bien imaginé, si on fait une construction, comment on le finance. Hein. Et la réserve financière, elle ne fait que anticiper. Voilà. Après, derrière, peut-être on fera un crédit bancaire pour une nouvelle construction, ou peut-être que c'est un nouveau venu qui va amener de l'apport pour construire sa maison, ou peut-être que c'était par les loyers qu'on comptait le financer. Et donc, si c'est par les loyers, ben, on fixe une durée de retour qui peut être de 5 ans, par exemple, et voilà, il y a ce retour. L'important, c'est que l'argent ne reste pas sur le compte bancaire, sorte du compte bancaire, mais pour y revenir à des périodicités différentes. Certains montants vont revenir au bout d'un mois, d'autres au bout de 3 mois, d'autres au bout de 6 mois, d'autres au bout d'un an, d'autres peut-être au bout de 5 ans. Je vais vous donner un exemple à long terme. C'est souvent sur les habitats légers. On peut faire des investissements sur long terme, par exemple. Le collectif décide d'investir sur une yourte, sur une roulotte, sur un carter. Voilà. Et se dit, ben, c'est un habitat léger qui va servir à louer, que l'on louera quand il y a des gens qui sont de passage, ben, ils verseront une nuitée ou en volonté. Voilà, que vous louez sur Airbnb, je dirais, ou que ce soit des gens qui viennent pour voir votre écolieu. Hein, voilà. Et vous allez petit à petit vous rembourser de l'investissement que vous avez investi. Et puis, si vous avez vraiment une grosse tuile, que vous avez un départ de quelqu'un ou autre, la roulotte, vous pouvez la vendre. Aujourd'hui, les roulottes se vendent plus cher que ce qu'on les achète ou que ce qu'on peut les construire. Parce qu'il y a une énorme demande. Il faut savoir qu'il y a des délais qui sont très longs. Et ce qui fait que si vous avez une roulotte immédiatement disponible, ben, vous pouvez la vendre immédiatement plus cher que ce que vous l'avez commandé. En tout cas, sur 2021, j'ai eu plusieurs témoignages de ce cadre-là. Et ça vous permet de récupérer l'argent que vous avez immobilisé là-dedans. Il n'empêche que vous en avez profité aussi parce que vous pouvez accueillir des amis, c'est bien plus intéressant que de laisser son argent en banque, encore une fois, pour rien, ou pour, si vous avez 20 000 € en banque, à 1%, ça vous rapporte 200 € dans l'année. Donc, vous imaginez la roulotte, si vous accueillez votre famille pendant toute une semaine, c'est quand même beaucoup plus joyeux et financièrement même plus intéressant. Voilà. D'autant que c'est un investissement et que vous le regardez. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien voir tout ça. Maintenant, vraiment, la question, c'est la confiance. Et la confiance, elle se crée de l'imaginaire que l'on va créer. Hein, donc, et cet imaginaire, il se concrétise. Hein, c'est de voir qu'il y a un fonds de roulement que l'on gère nous-mêmes et qui est investi pas dans des bitcoins ou du n'importe quoi, mais dans quelque chose de concret. Et que si tout le système bancaire s'effondre, ben la roulotte, vous l'aurez toujours. Que votre compte de réserve, vous ne savez pas si vous l'aurez encore. Pour bien rassurer, il faut bien comprendre les logiques entre celui qui est un peu modeste et qui a mis peu d'argent en réserve
je vais boucler ce point-là et après je te donne la parole, Barbara. Celui qui a mis peu, généralement, il a peu. Et pour le rassurer, ce qu'il a besoin, c'est de lui dire on peut te rendre immédiatement l'argent que tu as mis dans le fonds de réserve. Comme il a mis peu, c'est facile parce que c'est quelqu'un qui a mis peut-être 1 000 euros ou peut-être 5 000 ou peut-être 10 000, voire même 20 000 euros. Si votre fonds de réserve il est de 30 à 50 000 euros en permanence, que vous maintenez à ce niveau-là, il est rassuré. Et le fait d'être rassuré, il a confiance au système. Et le fait d'avoir confiance au système, il va rajouter chaque fois qu'il pourra. C'est ce que nous faisons sur nos comptes bancaires. Chaque fois qu'on a de l'argent, on ne le met pas sous les matelas aujourd'hui. On le remet sur notre compte bancaire parce qu'on a confiance. À tort ou à raison, ça je vous laisse l'exprimer. Mais en tout cas, si vous construisez un système de confiance dans votre groupe, eh bien, même ceux qui ont une petite épargne, et il y a des groupes poseront l'argent sur leur compte courant d'associés parce qu'ils savent qu'il y a une réserve pour pouvoir les rembourser. Et il y en a même qui font domicilier leur retraite, pour l'instant c'est plutôt les retraites, sur le compte de la coopérative et tout ce qu'ils ont chaque mois, eh bien, ils le déposent sur le compte courant de la société. Voilà. Barbara peut-être, et puis il y avait une remarque dans le chat. Alors, je termine juste ma logique. Donc là, j'ai parlé de ceux qui étaient plus modestes, qui ont mis peu, mais qui ont besoin d'être rassurés sur le retrait rapide, parce qu'ils n'ont pas d'autres réserves ailleurs. Et puis, il y a les personnes plus aisées. Eux, souvent, ils ont malgré tout un peu d'argent de côté. Un peu ou plus. Je fais des généralités là, mais évidemment, il y a différents cas. Mais ces personnes-là, ce qui est important, ce n'est pas de les rassurer, de les rembourser immédiatement. Comme ils ont mis beaucoup, ils ont pu mettre 100 000 euros ou 200 000 euros dans le fonds de réserve, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas le retirer immédiatement. Mais ce n'est pas grave parce qu'ils ont encore de l'argent de côté et que si on les assure déjà de pouvoir leur verser un certain montant, bon, voilà, je dirais. Si leur véritable préoccupation, c'est est-ce que je peux être remboursé à terme, voilà, sur une certaine période, mais que je ne sois pas prisonnier du fait que j'ai versé beaucoup. Et je peux vous assurer que ça existe. Ça, des personnes qui ont été dans la générosité de mettre pas mal d'argent dans un collectif, et sauf que derrière, on leur dit non, là, c'est plus possible maintenant de retirer ton argent. Et ça, c'est traumatisant. Et c'est vraiment la grande peur qu'ont souvent les gens qui mettent plus d'argent et qu'il faut rassurer parce que c'est quand même dommage. C'est ceux qui ont le plus gros potentiel. Mais c'est de les rassurer. Comment on les rassure? En faisant des investissements qui se pérennisent. Voilà. Si on achète une roulotte, si on a besoin à un moment de cet argent, on peut la vendre. Voilà. L'argent n'est pas utilisé de manière futile dans des choses qui, après, n'ont plus de consistance, on ne peut pas récupérer. Donc, c'est important de rassurer à ces deux niveaux-là les personnes un petit peu plus modestes et les personnes un petit peu plus aisées. Et après, on va voir comment on sécurise encore un étage au-dessus. Mais je vous laisse un petit peu la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, Barbara. Oui, je crois que tu avais commencé un peu à répondre. Je me demandais si vous m'entendez, ça va? Allô? Oui, oui, oui. Ah, ça fonctionne. Ok. Je me demandais si on pouvait considérer de constituer une réserve jusqu'à investir dans du foncier ou de l'immobilier, sachant quand on a suffisamment de budget, bien sûr, sachant qu'après, les délais amènent à ce que ça peut être très long de revendre, voire compliqué, mais voilà, est-ce que ça vous paraît une stratégie valable? Ah, Mika est bloqué. Ouais. Non, ça y est. Je vous ai entendu. En tout cas, je t'ai entendu, Barbara. Attends, excuse-moi. D'un seul coup, j'ai perdu. Redis-le-moi succinctement. Est-ce que j'ai… Simplement, est-ce que ça te paraît valable de créer de la réserve dans un investissement foncier ou immobilier? Voilà. Alors, oui. Voilà. Dans la diversité,
Et une fois que les personnes aient bien eu confiance au système de la réserve, c'est-à-dire qu'au départ, les liquidités immédiates, on les met un peu trop gros. Mais ce n'est pas grave, ça permet de rassurer. Et puis petit à petit, on s'aperçoit, mais c'est dommage d'avoir toujours 50 000 euros en disponible, alors que le maximum des retraits, c'est 5 ou 6 000 euros. Donc, on va leur réduire vers peut-être 10 ou 15 000 euros. Hein, voilà. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on a confiance au système, et que les gens comprennent que, OK, ils ne peuvent pas tout retirer à court terme, mais il faut qu'ils attendent un mois ou deux peut-être. Voilà. C'est vraiment cette confiance-là. Il y a une partie, pas tout, hein, mais il y a une partie que l'on peut investir sur de l'immobilier, sur par exemple une forêt ou des terres qui sont à proximité de l'écolieu ou un nouveau bien immobilier, parce que c'est investi et que si on en avait vraiment besoin, c'est vraiment l'extrémité, c'est-à-dire qu'on a vidé d'abord le disponible, on a vidé ce qu'on avait mis à très court terme, à moyen terme, on pourrait vendre le bien immobilier et entre 6 et 1 an, on arrive à revendre un bien immobilier. Donc, pourquoi pas? Et oui, si vous avez une réserve suffisante, faites-le, notamment pour agrandir votre territoire écolieu. Il y a une remarque dans le chat, c'est bon? Oui. Je ne comprends pas comment on peut faire virer sa retraite, ses revenus sur le compte courant d'associé. Comment assurer ses dépenses personnelles courantes dans ce cas? C'est Christelle des Transalpes. Ouais. Pose cette question. Alors, tout simplement, la personne auquel je pense, il y a effectivement sa retraite qui est versée là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande 500 € chaque mois à retirer en liquide. Donc, sa retraite, alors je ne sais plus combien c'est, hein, c'est peut-être 1 500 €, est versée et il retire en liquide 500 €. Si ça lui suffit, il a calculé que c'est ce qui lui suffisait. Autrement, il peut redemander un petit peu d'argent. Ça, c'est pour le courant. Et quand il a besoin de faire un achat, il demande un virement directement de la société qui le déduira de son compte courant vers le fournisseur. Hein, il fait faire un virement de la société vers le fournisseur qui règle la commande sur Internet. Voilà, ou quand il fait un gros achat, il achète une voiture, il va voir le garage, il commande sa voiture et dit OK, je vais vous faire un virement. Et il fait un virement de la société qui le déduit de son compte courant d'associé. Alors, c'est un cas extrême. Je pense que le mieux quand même, c'est de garder un petit compte bancaire sur lequel vous mettez votre argent qui vous permet de vivre sur le courant. Et c'est le surplus, c'est surtout l'argent que vous avez sur le compte d'épargne logement, sur le livret A, sur tous ces petits choses que les banquiers aiment nous vendre. Là, mettez-le à disposition à votre collectif pour que vous-même vous en profitiez, que votre collectif en profite et sécurisez la disponibilité au sein de votre collectif, ce qui générera plus d'argent. Voilà, je vais développer après derrière comment on fait encore pour générer encore plus d'argent avec ce fonds de réserve. Alors, il y a une autre remarque aussi de Caroline qui était un peu plus tôt tout à l'heure. Donc, nous devons faire un maximum de travaux très vite et laisser le moins longtemps possible l'argent en banque. Anticiper le plus possible nos besoins futurs. C'est un équilibre. Encore une fois, c'est un équilibre à avoir. Si on met tout en travaux, on n'a plus de disponible. Donc, ça ne donnera plus confiance à mettre de l'argent de nouveau. Donc, il y a un équilibre à avoir entre le disponible, le court terme, le moyen terme et le long terme. Voilà. Il y a une question de Xavier. Y a-t-il un intérêt à rémunérer ces réserves par un intérêt en période d'inflation notamment? Alors, Xavier de la oui, Renardière. c'est là-dessus, je dirais,
j'ai fait évoluer mon discours par rapport à la situation économique. C'est-à-dire qu'au cours de ces 10 dernières années, j'avais plutôt le discours de dire les personnes, elles doivent se rendre compte que d'investir dans son collectif, c'est bien plus rentable que de laisser son argent à 1% à la banque. C'était le cas ces 10 dernières années. Aujourd'hui, il faut se préparer au développement de l'inflation. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, des fois, ma connexion, je vois qu'elle se stabilise. Donc, ce que j'ai pu expérimenter, tester sur le terrain, c'est que jusqu'à 1 ou 2% d'inflation, les personnes trouvent bien plus leur compte à donner du sens à leur argent et à en profiter directement. Voilà. Même si, à titre personnel, ils n'en profitent pas totalement, mais répartis dans l'énergie du collectif, et je trouve que c'est beau. Voilà, à 1 ou 2%, ça ne pose pas de problème. À l'inverse, au-delà de 5%, les personnes ont besoin de se rassurer de ne pas trop perdre de pouvoir d'achat par l'argent qu'ils ont mis à disposition au collectif. Et si on ne tient pas compte de ça, les personnes vont retirer leur argent pour le placer sur des placements à plus de 5%. Donc, il faudra en tenir compte. Et dans la convention d'apport en compte courant, on a rajouté un paragraphe pour en tenir compte. Je ne vais pas le développer là parce que ce n'est pas l'objet de la conférence, mais voilà, il y a un effet de seuil au-delà de 2%, mais vous pouvez fixer un seuil différent sur lequel on va rémunérer les comptes courants associés pour ne pas les perdre. Voilà. Et pour maintenir. Et c'est logique parce que les revenus que vous aurez seront également indexés. Peut-être pas autant ou peut-être plus. Ça dépend des périodes de l'histoire. À des moments, on a vécu un rattrapage qui était supérieur à l'inflation et des moments un peu en dessous. Mais si l'inflation repartait, alors je comprends que c'est sorti un petit peu de la mémoire collective, mais voilà, dans les années 70, OK, il y avait un rattrapage salarial qui était même au-delà de l'inflation pour anticiper l'inflation de l'année suivante. Voilà. Donc, du fait qu'on a nos retraites qui augmentent, et puis nos revenus par ailleurs qui augmentent, on peut donner une indexation aux personnes qui ont mis de l'argent. Il s'agit de trouver un équilibre et de voir quel équilibre vous voulez mettre pour maintenir ceux qui laissent du disponibilité dans la coopérative et sans appauvrir l'ensemble du collectif en versant des trop gros intérêts. Voilà. Donc ça, c'est à pétrir dans la convention d'apport en compte courant d'associés. Et du coup, Xavier pose la question, qu'est-ce qui finance cette rémunération? Ce sont les loyers. Clairement, ce sont les loyers. Donc, si y a de l'indexation qui est mise en face, les loyers seront indexés. Voilà, le système doit s'équilibrer entre l'indexation des réserves et l'indexation des loyers. Ok. C'est bon. Ce qui fait que ça sera neutre fiscalement et en trésorerie. Quel taux d'intérêt préconisez-vous par rapport à l'inflation? Est-ce que vous revenez? Oui. Donc, Christelle demandait le taux d'intérêt par rapport à l'inflation. Je laisse dans le compte courant d'associés, ce n'est pas mon propos de ce soir. J'ai encore des choses très importantes et joyeuses à vous communiquer. Il est 18h57. Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment quand vous étudierez la convention d'apport en compte courant et peut-être qu'on fera un apéro Zoom spécifique dessus où je laisse les accompagnants vous transmettre. Alors, ce que j'avais à vous transmettre, c'est que quand vous avez un fonds de réserve de 200 000 euros, que ce fonds de réserve, il y en a une partie en banque, il y en a une partie qui revient régulièrement parce que vous achetez des produits en quantité,
que vous avez fait des investissements de roulotte, comment ça s'appelle, de terrain, voilà, ou d'autres choses. Hein. Donc, vous avez rassuré en disant non seulement on a acheté notre bien immobilier, mais en plus, on a un fonds de réserve de 200 000 euros. Eh bien, les investisseurs solidaires, hein, vous les rassurez énormément. Parce que eux, généralement, ils ont tendance à dire « Ok, je vous amène 50 000 euros, mais quelle est ma garantie ?» Là, ma garantie, c'est qu'il y a un fonds de réserve de 200 000 euros, dont 50 000 euros est, est disponible en banque, est immédiatement disponible. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon, ça va. Donc, vous voyez, ces 200 000 euros internes vont vous permettre de pouvoir mieux aller chercher les prêteurs solidaires parce que vous répondrez à leur principale angoisse qui est de se dire « mais qu'est-ce qui me garantit que vous allez me rembourser ?» Parce que vous allez pouvoir afficher un fonds de réserve supérieur à ce qu'il vous amène. Et ça, c'est énorme. Et souvent, des fonds immédiatement disponibles ou disponibles assez rapidement, qui est égal à ce qu'ils amènent. Et c'est ça qui va crédibiliser, qui va complètement les rassurer. Et du coup, ils pourront aller vers de quoi je bénéficie. Là, vous allez pouvoir les gratifier grâce à leur apport. Parce que vous allez pouvoir leur dire, tu peux profiter des achats en gros que nous faisons. Et quand tu viens, tu repars avec ce qu'on a pu acheter en gros. Tu peux profiter de la roulotte que tu as aidé à financer. Quand tu viens, tu peux profiter gracieusement de ça. Voilà. Donc, vous voyez, en plus, le système s'auto-génère et s'auto-récompense. C'est quand même extraordinaire et joyeux, quoi. Voilà. Et on va rajouter un étage dans une vision fractale qui va être une mutualisation, mais qui va se faire au-dessus. On a constitué, on est en train, et voilà, un fonds de dotation au niveau des passages qui s'appellera le FRIC. Voilà, on n'a pas eu peur du tabou. C'est le fonds en ressources d'investissement créatif, voilà, où dessus, on a déjà, je peux dire, plusieurs millions de promesses de dons qui sont données, que ce soit au niveau d'écolieux qui sont données, que ce soit au niveau des parts de coopératives ou que ce soit même du disponible des liquidités. Voilà. Et ce qu'on vous propose, c'est de faire une caisse commune ensemble sur une petite partie. Voilà, si chaque écolieu met 10 000 euros, par exemple, là, vous êtes déjà presque une quarantaine. J'espère que d'ici la fin de l'année, vous serez une centaine. Eh bien, 10 000 euros fois 100, je ne voudrais pas me tromper. Est-ce que quelqu'un peut faire le calcul? Ça fait 1 million d'euros. Et donc, avec 1 million d'euros, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas le laisser sur le compte bancaire pareil. On va en laisser une partie disponible. On va faire des crédits à court terme à des écolieux qui s'installent, comme on a fait déjà. C'est-à-dire que quand un écolieu trouve un bien, souvent, il y a des personnes, ils ont besoin de vendre leur bien pour pouvoir amener leur apport. Et pour leur permettre d'immédiatement réserver et d'acquérir leur bien, au passage, on leur fait cette avance de trésorerie dans la mesure où ils ont une arrivée d'argent du fait de la vente d'un autre bien immobilier ou une autre arrivée d'argent sur le moyen terme, c'est-à-dire entre 3 mois et 1 an. Voilà. C'est des choses que l'on pourra faire et qui permettra de retrouver de l'argent. Et ce qui fait que si un écolieu qui a versé 10 000 euros à un moment se trouve à court de trésorerie, pas en faillite, il n'est pas en faillite, c'est simplement à court de trésorerie. Parce qu'il y a eu un peu plus de retrait que prévu et que les investissements ont été un peu plus long terme
que prévu et le retour ne correspond pas, eh bien, il pourra être fait une avance parce qu'on sait qu'ils vont rembourser le fonds de solidarité qui est des mutualisations. Hein. On pourra avancer 50 000 ou 100 000 euros par les passages, alors que l'écolieu n'a mis que 10 000 euros. Et donc, on consolide encore plus, ce qui permet que les associés soient encore plus confiants de mettre leur épargne de côté dans leur propre projet pour pouvoir en bénéficier avec l'assurance qu'il y aura du disponible derrière, parce que l'écolieu aura pris des précautions de liquidité, de disponibilité, et parce que les passages derrière peuvent servir de roue de secours pour un temps. Et du coup, également, les prêteurs solidaires, comme on va divulguer, je dirais, cette façon de faire, et à Prime Vert, on est au salon Prime Vert prochainement où on tiendra une causerie là-dessus. Ben voilà, les prêteurs solidaires savent que quand ils investissent sur un projet coopératif dans le cadre de l'association Les Passages, ben déjà, le système qui est mis en place au sein de la coopérative est en mesure de les rassurer, et en plus, il y a les passages, du moins le fonds de dotation free, qui peut se porter garant de dire ben, s'il y a besoin de remboursement, on peut faire l'avance pour l'écolieu s'il n'a pas la disponibilité. Et donc, vous pourrez encore davantage générer de prêteurs solidaires. Donc voilà, cette sécurité que l'on amène par le fonds de dotation de votre écolieu et la mutualisation dans le fonds de dotation du fric des passages, mon propos était de vous permettre de voir que ça sécurise à la fois votre écolieu et votre épargne aussi personnelle. Elle sera mieux dans votre écolieu qu'en banque. S'il y a un effondrement total, eh bien, au moins vous pourrez profiter de la grande majorité de vos fonds qui auront été déjà réinvestis dans des provisions ou une forêt à proximité ou une yourte, peu importe. Mais en plus, c'est beaucoup plus joyeux et on le fait en collaboratif. Je vous laisse me poser des questions. Pas de questions? Bien, au début. Vas-y, Christine. La première question que j'ai, c'est par rapport à la fraction de ce fonds qui est disponible. S'il y a trop de demandes, s'il y a 3 personnes au hameau qui veulent acheter une voiture en même temps, bon, peut-être pas une voiture, mais enfin bon, besoin de faire face à une dépense, aider un enfant, payer des études, quoi. Et que, bon, en fait, j'ai la réponse, on se tourne vers les passages qui vont nous faire une avance. C'est ça? C'est ça. Alors, je n'ai pas compris, mais Cécile a répondu. Oui, je viens de prêter 100 000 euros là. Très bien. Ben, lundi, on a une commission. Vous avez le dos tourné, alors. C'est très bien. Ouais. Non, bon, Christine, voilà. Christine disait s'il y a plusieurs personnes qui veulent acheter quelque chose en même temps. En fait, bref, il y a il y a la trésorerie qui est un peu tiraillée, quoi. Voilà. Ben, effectivement, le problème, c'est que souvent, on dimensionne notre liquidité en fonction d'un cas qui sera très exceptionnel. Et donc, on génère de la peur. Et la peur va bloquer le système. Et l'idée de la mutualisation qui se fait au niveau du dessus permet de rassurer cette peur et que quand ponctuellement ça pourra se produire, tout va bien se passer. Voilà.
faudra juste l'anticiper un tout petit peu, de 15 jours peut-être, le temps que la commission prix qui se réunit une fois par semaine puisse délibérer et vous transférer. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ce système fractal qui concerne en fait le travail de comptabilité. Là, nous allons être invités à faire un travail de comptabilité qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et je pense qu'il y a besoin justement, pour que tout le monde se sente sécure et confiance, il faut qu'il soit vraiment bien fait. Oui. Alors, je vous rassure, nos experts comptables sont formidables. Et aujourd'hui, nous avons 6 cabinets d'experts comptables qui ont rejoint les passages et qui sont en train de mettre en place une plateforme. Une plateforme avec un logiciel qui vous permettra de saisir vos écritures et eux pourront les retraiter. Et chacun pourra vous aider. Voilà, s'il y en a un de pas disponible, un autre pourra vous aider. Et avec eux, on pétrit également ces sujets-là pour vous les rendre faciles et aisés. Et notamment d'avoir une comptabilité de trésorerie. Parce qu'en fait, contrairement à une idée reçue qui nous est vendue facilement par les experts comptables d'une manière générale, on a des experts comptables formidables qui nous ont sorti que jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous n'avions pas besoin d'avoir une comptabilité en double partie, mais une comptabilité de trésorerie. Et du coup, avec simplement le relevé de banque, aujourd'hui, vu comme ils sont faits, on peut arriver à quasiment traiter toutes ces écritures automatiquement. Voilà. J'anticipe un peu. Ils ont fait une réunion lundi sur différents logiciels pour créer une plateforme là-dessus. On va travailler encore un peu le sujet. Et une fois que ça sera mis en place, mais vraiment très rapidement, on va vous proposer des visios et des formations voilà, sur ce point-là que l'on travaille parce que c'est essentiel. Voilà, c'est pour ça que je me suis concentré vraiment sur les experts comptables, de faire une plateforme d'experts comptables avec un outil qui soit accessible même à des non-comptables et qui permettra aussi de vous aider entre vous. Hein, puisque si vous avez le même logiciel, vous pourrez vous dire tiens, comment tu as fait ça voilà, bon, ça sera plus joyeux et créatif, je dirais. Et le fait d'avoir la même plateforme, ça permettra même de faire des écritures entre vous, parce qu'il est possible aussi qu'un écolieu aide un autre écolieu. On l'a vu, il y a des gens ici qui sont témoins, des groupes qui ont aidé d'autres groupes. Voilà. Et c'est ça la solidarité que l'on veut mettre pour aujourd'hui dans notre société. Denis? Oui, merci. Je suis arrivé un petit peu en retard et je n'ai pas compris comment, quand on démarre un projet, on n'a plutôt pas assez d'argent puisqu'on doit construire, on doit acheter le terrain, construire, etc. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir constituer la réserve dès le départ? Oui. Alors, de la même façon, c'est certain que là, je l'ai présenté presque sur un écolieu qui est déjà existant, puisqu'au mois de décembre, j'ai été dans 2 écolieux où on a travaillé le sujet. C'était 2 écolieux qui étaient déjà établis. Mais ce système, on l'a créé à Ecoravi quand ils voulaient lancer les travaux, mais qu'ils n'avaient pas de crédit bancaire et qu'il manquait 1,2 million. Même à l'époque, il manquait 2 millions. Il manquait 2 millions. Et on s'est dit, comment on fait? Et la première des choses que l'on a travaillé, c'est ça, c'est qui avait un peu d'argent de côté. Et on s'est aperçu qu'il y avait de l'argent de côté. Je crois que c'était quelque chose comme 400 000 euros. Et on a demandé, mais pourquoi vous le laissez en banque et pas dans le projet? Et on a pu voir qu'il y avait des peurs qui avaient besoin d'être sécurisées. Et voilà, je ne vais pas recommencer le début, mais on a trouvé des solutions pour sécuriser. Et aujourd'hui, on va aller plus loin par la mutualisation du fonds de dotation. Voilà. Donc, tu peux faire la même chose, c'est-à-dire qu'au départ, chacun dit « ouais, moi je mets ça, moi je mets ça ». Bon, ok, et maintenant, si on fait un fonds de réserve, qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre? Et là, il y a un peu plus. Et on le garde en fonds de réserve. Attention. Et avec ce fonds de réserve, ça permet de le démultiplier parce qu'il va y avoir des gens extérieurs qui vont venir.
et puis qu'une partie de ce fonds de réserve pourra être utilisée, voilà, parce qu'il sera régénéré par les loyers. Il y avait une question dans le chat. Comment est géré le fric et quels sont les membres de ces commissions? Alors, il y a aujourd'hui 8 administrateurs plus 3-4 chevilles ouvrières. Hein, donc, les chevilles ouvrières, ils sont dans les accompagneurs des passages. Il y a notre sourcière Cécile qui en fait partie. Il y a Dominique, il y a moi. Au sein du fonds de dotation, on a comme trésorier Jean-Luc Bessonnet, qui est un expert comptable, commissaire aux comptes, qui a un gros cabinet de 40 collaborateurs. Hein. Et après, ben, il y a différentes personnes qui sont des donateurs ou qui sont des personnes ressources. Voilà. Et ce comité, ce conseil d'administration a vocation de monter jusqu'à 12 personnes et de s'adjoindre en parallèle un comité d'investissement qui sera constitué de donateurs, de personnes ressources également, et qui auront leur mot à dire sur la politique d'investissement, sur voilà, différents éléments qui sont prévus par la loi, et même on a agrandi les possibilités d'intervention de ce comité d'investissement. Voilà. Je vous en parlerai davantage très prochainement parce qu'on vient juste d'enregistrer les statuts. Nous avons fait notre premier conseil d'administration cette semaine et nous sommes en train de travailler sur les procédures, les raisons d'être, ainsi de suite. Mais il y a un magnifique objet de ce fonds de dotation et très prochainement, grâce à la sourcière, vous allez avoir un nouvel onglet sur le site internet qui permettra de mieux connaître le fric, sa composition, son objet, ainsi de suite. Et vous allez voir toutes les missions qui s'est données, qui sont, je pense, qui auront un impact sur notre société. Cécile, si tu veux dire un mot. Oui, voilà, on débute, enfin, voilà, on débute cette activité. C'est très, comment dire, c'est très réjouissant parce que ça complète vraiment l'action d'accompagnement qu'on a vis-à-vis des groupes. Ça correspond à une demande. C'est vraiment quelque chose où on sent le flux, en fait, le flux de l'énergie, des gens qui ont envie de prêter de l'argent, enfin, donner de l'argent et d'autres qui en ont besoin. Et voilà, on est là pour mettre en lien et je trouve ça génial, quoi. Voilà, sinon, oui, on aura plus d'infos. Il y aura aussi tu vas le présenter dans 15 jours, c'est ça, Mika? C'est ce qui est prévu. Il est bloqué. Ah, il est bloqué. Ouais, vraiment. Alors, je vais vous le dire, je vais m'avancer pour lui. Dans 15 jours, il va présenter le fric, en fait. Voilà. J'ai pris un engagement pour lui. Donc, on vous enverra plus d'infos à ce moment-là. Vous pourrez vous inscrire pour cette présentation. Que dire sur le fric aussi? On axe évidemment les projets aidés sur leur éthique, les valeurs, le respect du vivant, tout ce qui, je pense, anime tous vos groupes, là, tous ceux qui sont accompagnés. Et après, sur des projets qui sont construits, où on sent que la demande est motivée, mûre, et évidemment qu'elle rencontre l'adhésion du groupe. Voilà. Eh bien, je ne sais pas ce que vous voulez dire après. Il est 19h17. Oui, alors il y a une remarque de Xavier dans le chat. C'est bluffant, le chemin déjà accompli. Je crois que ça se fait naturellement en fait. C'est vrai que c'est bluffant, mais c'est parce que
quand on est motivé, enfin, les choses se font naturellement et on est une équipe joyeuse. Hein. Je pense que Sylvain peut en témoigner. Ou Circo qui est quelque part aussi dans l'assistance. Du coup, c'est. Et puis la demande est là. Enfin, je pense que. Enfin, moi, j'étais au village vertical il y a 10 ans. J'étais au début du projet. Enfin, il n'y avait pas l'effervescence qu'il y a aujourd'hui. C'est juste hallucinant. C'est pas. Ce qui est bluffant, c'est ce mouvement global qui amène les gens vers des projets collectifs, quoi. C'est ça que je trouve assez fou et qui donne de l'énergie à tout le monde. En fait. Et tout ça est possible parce que vous êtes là, en fin de compte. Oui, c'est ce que je disais. Ouais. On a perdu Mika définitivement. Je pense qu'il est plus sur notre champ de vision. Alors, je le vois pas là. Non. Ouais, je pense qu'il doit y avoir vraiment des problèmes de connexion. Message. Merci pour les jolis messages enthousiasmants. Merci Clavier. Bravo et merci, c'est très enthousiasmant de rejoindre cette dynamique. On en a rêvé, vous l'avez fait en quelque sorte. Merci. Et Caroline est partie. Caroline est partie ici. Oui, Caroline est partie. Bon. Non, moi je suis là. Je voulais juste. Excuse-moi, c'est parce que tout à l'heure je voyais personne et du coup je savais pas que Mika était là et je l'ai pas salué, donc je lui mettais un petit mot pour lui dire bonjour. Voilà. D'accord, ok. D'accord. Ah, ça y est, il revient. Normalement, il revient. On n'a pas prévu de pause chantée. Ça y est. Est-ce que c'est mieux? Voilà, j'ai l'impression que c'est arrivé. Oui. Désolé. Est-ce que vous avez quelques minutes encore? Et après, je suis désolé, je vais utiliser ma révérence. Des questions? Alors, j'espère que mes propos vous auront inspiré pour vraiment développer cet imaginaire qui vous permettront de réaliser de belles choses pour vous, à titre personnel, pour vos collectifs et pour notre société d'une manière générale, et de renforcer en plus les écolieux entre eux. Voilà, c'est vraiment tout l'objet de notre raison d'être au passage. Et voilà, redis-moi, Cécile, notre nouvelle raison d'être. Je vais le dire en vrac, je ne me souviens plus. Ouais, non, je vais vous dire. Il y a joyeux, ça c'est sûr. Il y a culture de la coopération. Peut-être Sylvain. Allez, Sylvain. Sinon. Mais bref, c'est de coopération. Et ça se termine par au service du vivant. Voilà. Contribuer. C'est ça. Contribuer à la contagion joyeuse de la culture de la coopération au service du vivant. Voilà. Ouais. À 4, on y arrive. Je vous remercie vraiment de votre participation. Il y aura un troisième volet à au mécanisme financier. Et je vous souhaite une belle soirée à tous. Comme ça, je vais pouvoir être pour une fois presque en avance. À très bientôt. Merci Mika, salut. Allez, petit micro ouvert pour se dire au revoir. Oui, Merci. voilà. Au revoir, à bientôt. Au revoir, Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir tout le monde. Merci. Salut. À la prochaine. C'était vraiment super. Ciao. Merci beaucoup. Ouais. Merci, à bientôt.